France Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique. La façon dont peint Salvador Dali. Eh bien, lorsqu'est enregistrée l'émission qui suit, Dali répond qu'il tâche d'intégrer son expérience surréaliste à la grande tradition de la mystique espagnole. Voici un entretien sérieux où Dali ne joue pas totalement à être Dali, comme on l'entend très souvent. Eh bien là, nous sommes le 29 août 1953 sur les ondes nationales. Couleur de ce temps. La radiodiffusion française vous prie d'écouter en deuxième audition une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutta, Couleur de ce temps. Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Salvador Dali. Salvador Dali, si je dis que vous êtes un peintre surréaliste, êtes-vous d'accord avec les termes que je viens d'employer? Non, je ne suis pas d'accord. Je considère, et je suis d'accord avec André Breton, que je suis un peintre ex-surréaliste. Et je considère que l'une des choses les plus subversives et en même temps les plus inéluctables qui peuvent arriver à un peintre ex-surréaliste sont deux. Premièrement, avoir devenu mystique et secondement, savoir peindre. Vous pensez donc que les peintres surréalistes ne savent pas peindre? Qu'entendez-vous par là? Je pense que nous savions peindre à l'époque surréaliste. D'ailleurs, la question technique nous occupait très secondairement puisque nous voulions uniquement enregistrer les images qui provenaient de notre inspiration, de notre méthode d'interprétation ou paranoïa critique ou automatique. Et alors, vous pensez que les peintres surréalistes sont presque tous dans votre cas et que le métier leur est venu avec les années? Non, je pense que ce métier n'a pas encore arrivé à aucun d'eux, sauf à moi. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé d'une façon assez paradoxale. Je savais peindre toujours mieux que les autres. Et à cause de ça, un éditeur américain a demandé d'écrire un livre spécialisé sur la technique de la peinture à l'huile. Alors j'ai écrit ce livre et c'est après coup, en réalisant mon propre livre, que j'ai appris à peindre, suivant les instructions que moi-même j'avais rédigées. Mais est-ce l'acquisition de la technique de la peinture qui vous a écarté du surréalisme ou d'autres considérations? Non, des considérations d'ordre typiquement spirituel, comme celle de ma crise mystique actuelle, qui est à l'opposé du surréalisme primitif de type matérialiste et athée. Ne pensez-vous pas, je sais que c'est l'avis de beaucoup de mystiques actuels, que les surréalistes précisément n'ont peut-être pas vu complètement ce qui leur arrivait. Et c'était le début d'une crise mystique dont ils ont tous été saisis. Je vous ai déjà dit au début que je croyais que c'était une évolution inéluctable pour un ex-surréaliste de devenir mystique. Exactement, c'est ce que je pense. Il suffit de voir les termes qu'a employés André Breton. Uniquement, les surréalistes, nous avions hérité la dialectique hegelienne et toutes les découvertes du matérialisme dialectique. Et c'était un processus qui suivait le développement de la science. En ça, nous étions très en retard. À l'époque de l'invention de la poudre. Vous avez parlé d'André Breton tout à l'heure et je note au passage deux phrases. Non, mais ça m'intéresse beaucoup de continuer cette histoire de la poudre. Parce que j'allais dire qu'à l'époque de la découverte de la poudre, la science ironisait Dieu. Tandis que la science moderne, avec l'intégration et la désintégration de la matière, nous montre pour la première fois Dieu. Dont la science à laquelle nous étions tributaires, à l'époque,
semblait être en contradiction absolue avec les progrès tout à fait récents de la science moderne. D'ailleurs, à l'époque déjà surréaliste, je suis le seul qui m'est intéressé et qui écrit dans le Minotaure des articles traitant de la physique moderne à proprement dite, tandis qu'eux continuaient à s'occuper strictement de psychologie ou de questions d'ordre psychopathologique. Vous dites Freudien. que la physique nucléaire nous montre Dieu. Elle nous montre l'idée de destruction totale. Mais Non, il nous montre un processus de dématérialisation constant de la matière. oui, c'est le néant qu'elle met à la portée de l'homme, mais il n'est pas dit que Dieu ce soit le néant. Non, mais ça c'est des... Il est ça, création et destruction incessante. Non, mais il y a un processus de spiritualisation dans le sens que la matière est en train d'échapper de la main des scientistes. La preuve de ça, c'est qu'il y a une crise de type mystique qui est commune, pas à tous, mais aux plus jeunes des scientifiques modernes. Einstein lui-même, aussitôt qu'il cesse ses investigations d'ordre spéculatif et scientifique, s'occupe presque exclusivement de métaphysique. C'est exactement l'attitude contraire au siècle dernier dans lequel les scientifiques étaient des non-croyants et des athées presque par définition. Oui, il n'y avait pas que les savants, tous les artistes qui comptaient, tous les poètes, tous les peintres, tous les écrivains. Et les surréalistes, nous avions hérité précisément de cet état d'esprit-là. Nous étions vraiment la dernière conséquence des encyclopédistes, qui aujourd'hui, à mon point de vue, c'est la pensée la plus démodée et la plus lointaine de la science moderne et de la pensée moderne. Oui, mais vous en aviez hérité pour vous en écarter. Exactement. Il y avait déjà tous les symptômes et tous les germes de cette position mystique actuelle. Je crois qu'il faudrait que nous revenions plutôt à la peinture parce que c'est très intéressant, mais vous avez dit tout à l'heure, nous rentrons dans la métaphysique. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que André Breton considérait que vous n'étiez plus un peintre surréaliste. Quels sont les arguments d'André Breton à cet égard? Pourquoi considère-t-il que vous n'êtes plus un peintre surréaliste? Chez lui, c'est des arguments de type, je crois, strictement personnel, parce qu'il considère des surréalistes les gens qui vont d'une façon habituelle à sa table de café. Ils sont d'accord avec tous ces points de vue. Oui, d'ailleurs, il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est que Breton a bien précisé dans ses premiers manifestes que l'art n'avait pas de place dans le surréalisme. Et il a même désigné la peinture de manière expresse. Puis ensuite, il lui a ouvert la porte et a admis qu'il pouvait y avoir une peinture surréaliste. Comment se fait-il qu'on pouvait dire que la peinture surréaliste n'est pas concevable et ensuite admettre qu'il en existait une? Mais toujours, il a considéré la peinture comme un moyen d'expression, mais jamais comme un but esthétique en lui-même. D'ailleurs, dans la définition du surréalisme, tout point de vue d'ordre esthétique est exclu par définition. J'étais avec André Breton au musée du Louvre pour essayer de lui faire voir la beauté de certains tableaux de Vermeer, par exemple. Il n'était absolument pas sensible du tout à tout ce qui est réellement pictural. L'unique chose qui l'intéresse, c'est un certain mystère qui se dégage de certaines images très particulières, mais pas plus. Oui, cependant, obligatoirement, vous avez un héritage surréaliste et un héritage pictural. Si vous aviez à définir la façon dont peint Salvador Dali, que diriez-vous? En ce moment, je tâche d'intégrer toute mon expérience surréaliste passée à la mystique espagnole, à la grande tradition de la mystique espagnole, c'est-à-dire à celle de Zurbarán, de Sainte Thérèse de Jésus et surtout de San Juan de la Cruz, qui était le plus grand poète d'après García Lorca, et qu'on peut dire que toute l'œuvre de Lorca tournait autour des mystiques espagnols. Il me vient à l'idée une question. Je vois qu'au fond, nous tournons en ce moment autour de la peinture, mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise méthode, parce que cela permet peut-être de circonscrire certains points. Vous êtes un peintre ex-surréaliste, dites-vous, vous parlez de votre évolution mystique. Est-ce que cette évolution n'entraîne pas une évolution dans d'autres plans, le domaine politique par exemple? Au point de vue politique, j'ai refusé toujours d'appartenir à aucun groupement politique. Maintenant, je n'ai absolument aucune position politique, mais philosophiquement, d'une façon même plus exactement, pas philosophiquement, mais morphologiquement, d'après toutes les découvertes récentes de la morphologie, toutes mes croyances philosophiques deviennent de plus en plus centrées autour de l'idée de la monarchie. C'est-à-dire que
philosophiquement, je suis monarchiste. Politiquement, la politique ne m'intéresse pas. Les surréalistes, je crois que nous en avons déjà parlé, ont beaucoup utilisé la notion de scandale. Ils l'ont utilisé à ce point que un grand nombre des membres du parti, malgré moi je dis le parti, un grand nombre de membres du mouvement surréaliste n'étaient unis que par cette notion de scandale. Je crois que pas seulement dans le groupe surréaliste, il y a une notion subversive qui a présidé toute l'éclosion de l'art moderne. Il y a un côté, dans tout l'art moderne, presque, on peut dire, très hygiénique d'ailleurs, mais de type exclusivement destructif. Par exemple, le cas de Picasso est frappant à ce point de vue. L'été dernier, j'écris une carte postale à Picasso en lui disant « Mon cher Pablo, je te remercie parce que je me rends compte que tu as assassiné non seulement la peinture académique, qui est bien morte, mais aussi tu as assassiné toute la peinture moderne. Donc maintenant, on pourra de nouveau retrouver les grands classiques, peindre comme Raphaël et comme Velázquez. » Ce que vous désirez faire. C'est ce que je désirais faire. Si Picasso n'aurait pas existé, la peinture moderne aurait duré encore 200 ans. Le cas typique de ça, c'est le fait, par exemple, la découverte du côté troublant de la laideur dans l'œuvre d'art. Picasso avait découvert la chose bouleversante, profondément bouleversante de la laideur dans certains tableaux du douanier Rousseau, certains visages très laids qu'il avait peint le douanier Rousseau. Si lui n'aurait pas existé, les peintres français, avec leur mesure et leur goût, auraient sûrement produit 100 ans encore de peinture moderne en allant chaque fois plus vers le lait. Mais Picasso, avec son génie ibérique, en 3 semaines, il a produit les tableaux les plus laids du monde, toute cette série de Doramar, qui sont extraordinaires, mais d'une laideur absolument surhumaine. Et maintenant, on ne peut pas aller plus loin dans ce sens. Donc, si on veut faire des choses nouvelles, il faut maintenant faire des choses très belles. Mais ils ne font peut-être plus scandale. Est-ce qu'il y a encore une notion de scandale? Est-il possible encore de faire scandale? Le scandale, c'est moi. C'est d'être mystique et de savoir peindre. C'est exactement ce que je vous ai commencé à dire au début de cette interview. Oui, mais le scandale, dans 15 jours ou dans 3 mois, sera de renverser ce mysticisme. Moi, je crois que ce sera de l'établir. Maintenant, je viens de faire une conférence à Barcelone. Il y a eu 6 blessés dans la conférence. Ça prouve que le sujet, d'ailleurs le titre de ma conférence est exactement celui-ci. Pourquoi j'ai été sacrilègue? Pourquoi je suis mystique? Alors les notions développées dans cette conférence ont produit un scandale beaucoup plus grand que ceux que j'avais obtenus la plupart du temps sans le vouloir à la période surréaliste. Et dans votre peinture actuelle, avez-vous le souci, la préoccupation de scandale? Absolument pas. Absolument pas. À ce moment-ci, c'est absolument involontaire, c'est que ma position reste plus paradoxale qu'auparavant et plus en contradiction avec toutes les autres tendances de l'art moderne. Mais alors, vous n'avez plus dans aucun domaine souci de scandale? Peut-être il y a une petite coquetterie qui me reste, qui fait que j'accentue certaines choses pour que ma pensée soit plus frappante, mais pas d'une façon délibérée pour provoquer des ennuis ou des conflits comme auparavant. Alors que les surréalistes l'ont délibérément provoqué. C'était peut-être une réaction de jeunesse seulement. Je crois que ça correspondait à un état d'esprit qui n'est plus actuellement valable. Qui n'est plus actuellement valable. Moi, je crois que maintenant... D'ailleurs, je crois que des scandales prémédités ne réussiraient pas. En vous écartant du surréalisme, vous avez cherché à retrouver, ou vous avez plus probablement retrouvé sans le chercher, les grands courants de la tradition. Pensez-vous... La tradition qui était tout à fait ensevelie sous la poussière de l'académisme et que grâce à l'effort moderne, on a pu de nouveau revoir avec toute sa virginité originale. C'est cela. Et pensez-vous que la peinture abstraite, dont on parle tant actuellement, la peinture qui accepte la qualification d'abstraite, qui se veut uniquement abstraite, pensez-vous que cette peinture soit justement dans la ligne de la tradition, ou qu'elle s'en écarte? Est-ce qu'elle constitue un phénomène... Non, c'est un phénomène extrêmement connu, la peinture abstraite. Il a existé depuis toujours, uniquement avant, au lieu d'appeler peinture abstraite, on appelait peinture décorative.
Il y a eu toujours des très beaux tapis persans avec de merveilleuses combinaisons géométriques de couleurs. Et la peinture abstraite n'est pas autre chose que de la peinture, même pas décorative, à mon point de vue, c'est de la peinture pseudo-décorative. Aussitôt que la peinture cesse de représenter des choses concrètes, c'est-à-dire d'être réaliste, elle devient fatalement de la peinture décorative. Les plus intelligents des peintres modernes, ils ont compris ce danger du décorativisme, alors ils ont accentué le côté expressif. À ce moment-ci, ils n'ont fait que faire produire des œuvres hybrides, comme Miro par exemple. Ce n'est que des caricatures décoratives, plus ou moins décoratives. D'ailleurs, tous, un après l'autre, doivent revenir à peindre de la céramique ou des objets dans lesquels précisément l'art décoratif est tout à fait qualifié pour épanouir la fin de leur tendance, de leur effort. Donc, vous pensez donc que l'on ne doit pas quitter le réel et que la peinture est d'abord figurative, d'abord représentative? La peinture est toujours réaliste. Il y a la peinture décorative, mais c'est une peinture, à mon point de vue, d'ailleurs, d'après tous les points de vue, c'est une peinture de troisième ordre. D'ailleurs, un des vertus du mouvement surréaliste au début, ça avait été celui de réactualiser le sujet, et les sujets concrets. Après, il y a une espèce de dégénérescence vers l'abstrait, et la plupart de ces peintres ont devenu des peintres décorateurs. Oui, mais les surréalistes voulaient suggérer plus que la représentation immédiate. Ils ne se contentaient pas de l'objet. L'objet, pour eux, était un symbole, signifiait quelque chose, voulait suggérer plus que lui-même. Ah non, mais dans la peinture réaliste, malgré le peintre, tous les objets qu'il peint, ils sont fatalement des symboles. Un tableau de Velázquez peut être analysé d'après la psychanalyse avec autant d'efficacité qu'un tableau surréaliste. Avec l'avantage que chez Velázquez, ce n'est pas du tout volontaire, et chez les autres, au contraire, c'est volontaire. Quand j'ai vu Freud, par exemple, c'est une chose qui m'a le plus touché. Quand j'ai rencontré Freud à Londres, il m'a dit le reproche que je fais à la peinture surréaliste, c'est qu'on voit ce que je cherche, ce n'est pas l'inconscient, je cherche le conscient dans tous ces tableaux. Tandis que dans les tableaux classiques, dans un tableau de Leonardo ou d'Ingres, ce qui me préoccupe et ce qui me paraît mystérieux et troublant, c'est de rechercher précisément les idées subconscientes, le côté caché, énigmatique du tableau. Mais chez vous, il n'y a pas, parce que tout est manifeste. Votre mystère est manifeste. C'est un mécanisme pour mettre en manifeste votre mystère. C'est une des choses qui m'a le plus convaincu de la nécessité d'abandonner la méthode automatique, la méthode surréaliste typique, et de développer des sujets, des grands sujets de type théologique, les mêmes qu'ils ont été traités dans les meilleurs moments de l'histoire de l'art, c'est-à-dire la Renaissance, et sans se préoccuper de symbolisme d'aucune sorte, parce que ce symbolisme, il est fatalement présent. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ce que vous appeliez tout à l'heure cette partie mystérieuse de la peinture, n'est-ce pas, ce qui se dégage d'une toile en plus de ce qu'elle représente, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la partie abstraite? Pas du tout, ça c'est la partie plutôt qu'on pourrait appeler musicale. Et la musique n'aurait pas de place dans la peinture? Ah, je crois que il y a un côté toujours musical, mais d'ordre plutôt, comme je vous disais avant, d'ordre esthétique et décoratif, mais pas d'ordre s'adressant directement à la connaissance humaine ou au côté philosophique de la peinture. Comment Comment expliquez-vous que la musique n'a pas besoin de l'intervention de l'esprit? Et si je comprends bien ce que vous voulez dire, la peinture qui ne se détache pas de la nature, qui a besoin du réel, qui est représentative, demande donc l'intervention de l'esprit. C'est pour ça qu'il n'y a pas jamais eu de la musique surréaliste. Parce que la musique ne peut jamais transcrire la pensée concrète de l'homme. Il peut tout au plus se transporter à certains états émotionnels ou des états d'âme, mais jamais on peut dire en musique, il y a ce cendrier posé sur une table, c'est impossible. Même dans la peinture, dans la musique, qui prétend et qui se réclame plus d'être descriptive. Oui, bien entendu, mais la musique, si elle ne peut pas exprimer des choses de manière précise, elle connaît cependant l'intensité et la... Des émotions, je viens de le dire, des émotions. Oui, mais la démarche surréaliste était précisément de transcrire le fonctionnement concret de la pensée.
Donc, d'ailleurs, il n'existe pas, il n'y a pas eu dans le groupe surréaliste jamais de musiciens. Et d'ailleurs, d'une façon très juste, aucun des peintres surréalistes s'est jamais intéressé dans cette démarche à la musique. Il y a un divorce total entre le groupe surréaliste et les musiciens. Jamais il y a eu de musiciens. Ça, c'est déjà, ça prouve que le divorce... Et comment pourra évoluer la peinture? Pensez-vous que l'influence surréaliste va être prédominante? Pensez-vous au contraire que la tendance abstraite va s'étendre? Quelles sont les tendances qui vont se dégager? Dans l'état actuel de la peinture, quelle est la partie qui vous semble destinée à disparaître? Une chose est certaine, toujours dans l'histoire, les jeunes qui ont voulu dire quelque chose de vivant, ils ont créé en opposition à ceux qui leur entouraient. C'est le phénomène de l'art moderne en opposition à l'académisme. Cézanne, qui entreprend une révolution, une véritable réaction contre l'impressionnisme qui dominait. Après, les surréalistes qui sont en nette réaction contre l'effort des cubistes, dont aujourd'hui, que ce qui domine, que le nouvel académisme est, on peut dire, l'art abstrait, c'est absolument certain que les peintres qui auront quelque chose à dire de nouveau, ils le feront contre l'art abstrait d'aujourd'hui. Ça, c'est absolument inéluctable. L'aspect des nouveaux tableaux, c'est-à-dire les tableaux dans 10 ans, ils auront un aspect complètement à l'opposé de ceux qu'aujourd'hui inondent les salles d'exposition et qui sont cultivés un peu partout d'une façon tout à fait académique et bourgeoise. Et pensez-vous que ce que l'on pourrait appeler les procédés de l'inspiration surréaliste sont appelés à se développer encore, ou tout au moins à vivre encore? Non, pas seulement, je pense que dans cette espèce de renaissance que je prédis depuis déjà presque 10 ans de la peinture, les nouveaux peintres qui feront des choses en opposition à l'art abstrait d'aujourd'hui, ils profiteront et tâcheront d'intégrer pas seulement les mécanismes d'inspiration du surréalisme, mais aussi ils incorporeront toute l'expérience cubiste grâce à laquelle on a pu retrouver les lois éternelles avec lesquelles les peintres de la Renaissance travaillaient. C'est-à-dire il y aura de tout dans la peinture qui va venir. Il y aura l'expérience surréaliste, l'expérience cubiste, et même, d'une façon beaucoup plus grande de ce qu'on peut imaginer, l'expérience des futuristes italiens et de l'impressionnisme français. C'est-à-dire on peindra de nouveau des tableaux comme Zurbaran, dans lesquels le réalisme est absolument paralysant et touche au mysticisme, mais ça ne sera jamais avec les coloris de Zurbaran, qui étaient de couleurs brunes et jamais irisées, et les tableaux seront de nouveau irisés comme si cela aurait été la continuation lumineuse de Vermeer. Et vous pensez que l'on pourra faire la synthèse de l'esprit d'analyse et de tous les procédés qu'ont employés les surréalistes, qu'on pourra allier l'esprit d'analyse et l'appel au rêve? L'appel au rêve sera, je crois, déterminé par une nouvelle réactualisation du sujet mystique et par une espèce de renaissance de la croyance. D'ailleurs, c'est essentiel pour les peintres qu'ils aient de nouveaux grands sujets à peindre. Le fait de la décadence de la peinture, c'est parce qu'on ne croit pas au sujet, et les sujets surréalistes, on y croyait très peu. Et s'il y a une réactualisation, comme je le crois, des croyances religieuses, de nouveau, ça va être les thèmes métaphysiques et mystiques qui vont offrir aux peintres de demain un champ illimité. Et puisque nous parlons du champ de l'inspiration, pensez-vous que les dessins et les peintures de Fou soient de nature à éclairer le mécanisme de l'inspiration? Ils sont des documents extrêmement précieux, que nous avons utilisé beaucoup, les surréalistes d'ailleurs, pour bien décortiquer tous les phénomènes de la personnalité humaine et surtout de l'inspiration et la création artistique, mais ils n'ont aucune valeur artistique en eux-mêmes. Oui, ils sont nés. Et d'ailleurs, ils sont très prévisibles et leur grand défaut, c'est les stéréotypies. La folie ne garantit ni le talent ni le génie. Non, et surtout, on sait très bien qu'un cas paranoïaque doit produire telle et telle façon de se manifester.
La radiodiffusion française vient de vous présenter en deuxième audition Couleurs de ce temps, une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutat. Aujourd'hui, vous avez entendu Salvador Dali. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur les ondes nationales le 29 août 1953. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the